rapporteurs des ateliers 2 et 4, donc Jessica Mann, François Seidel, Elisa Guillou et Pascal Taton, de bien vouloir nous rejoindre. 2 et 3, pardon. Oui. Pascal est où? Il va nous rejoindre. On a souhaité effectivement croiser les sujets des ateliers 2, donc autour des questions de représentation et de cartographie, avec ceux des ateliers 3, sur la question de la planification urbaine, avec l'idée en fait de repenser la planification autour de nouvelles pratiques et de nouvelles visions pour des territoires plus sobres et plus robustes. Je ne vais pas forcément en dire beaucoup plus et passe du coup tout de suite la parole à Elisa Guillou pour du coup nous synthétiser voilà, en quelques mots ce qui s'est dit dans l'atelier sur les représentations et la mise en récit. Tout à fait, normalement ça doit fonctionner. Donc tout à fait dans l'atelier, donc s'approprier et mettre en récit. Ce qui s'est dit notamment, c'était que la mise en récit était indispensable pour l'appropriation des enjeux par tous et pour permettre donc dès le démarrage la mobilisation du plus grand nombre. En effet, cette définition des enjeux, donc le pourquoi de la mobilisation des acteurs est essentiel donc pour la bonne mise en récit de la sobriété, et un travail également indispensable autour des destinataires de cette mise en récit. À qui s'adresse-t-on? Aux élus, aux citoyens. Donc notamment, ce qui est ressorti de cet atelier, c'était que la mise en récit était notamment nécessaire dans un premier temps pour les élus, notamment pour leur permettre de bien s'approprier ces enjeux, et dans un second temps, dans un temps plus long, la nécessité de la mise en récit pour les citoyens, qui sont également des acteurs de la sobriété foncière. Alors ensuite, ce qu'on s'est dit également, c'était qu'il était indispensable de travailler autour de la preuve par l'exemple, c'est-à-dire de partir d'un exemple concret pour permettre à tous de s'engager autour de ce travail commun, avec un enjeu essentiel de rendre audible la sobriété foncière, qui n'est pas forcément compréhensible de tous. La nécessité du partage du récit a également été soulignée. En effet, il s'agit de s'appuyer sur une histoire commune et sur un récit commun pour voilà, favoriser cette mobilisation, bien qu'il ait été souligné que la mise en récit peut parfois être difficile. En effet, il y a parfois des histoires particulières sur certains sites qui peuvent rendre difficile la mise en récit. Il a donc été souligné l'importance cruciale de la pédagogie pour mettre en place cette sobriété foncière, pour permettre notamment l'appropriation au-delà juste de la simple sensibilisation au sujet de la sobriété foncière. Une contradiction a également été soulignée, donc notamment la nécessité d'avoir une vision à long terme qui doit se coupler avec une évolution permanente de ce récit de la sobriété foncière. En effet, il s'agit de ne pas rester figé sur un récit initial qui aurait été élaboré, et de bien prendre en compte les enjeux qui peuvent survenir au fil du travail qui peut être mené en matière de sobriété foncière, avec notamment la prise en compte de nouveaux enjeux. Et à ce titre, il a été notamment souligné la nécessité de prendre en compte de nouveaux métiers dans l'approche sur la sobriété foncière, avec notamment une approche sociologique qui peut être tout à fait indispensable pour mener à bien la sobriété foncière. Voilà pour l'atelier. Merci. Peut-être avant de rebondir, une petite question. Est-ce qu'il y a eu des échanges ou des débats dans la table sur des différences de perception sur le récit, entre des récits peut-être un peu plus pessimistes ou négatifs, ou au contraire l'idée de retourner, comme on l'a évoqué ce matin, ces défis en opportunités et en finalement mise en récit plus positive? Tout à fait, on a pu opposer notamment une vision un petit peu pragmatique de la sobriété foncière par opposition à une sobriété heureuse, avec un récit voilà, très positif, par opposition à un récit qui peut parfois être plus négatif et vraiment plus terre à terre en termes d'enjeux. Ça, c'est vraiment la contradiction et la différence de point de vue que j'ai pu souligner
dans le cadre de l'atelier. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe la parole, si vous le voulez bien, à François Cédel, peut-être pour parler du coup de la différence d'approche en matière de planification selon les territoires métropolitains, ruraux, voilà, et donc faire le lien peut-être avec ce qu'on s'est dit sur le récit juste avant et la manière dont ça peut se traduire concrètement dans un document de planification. Alors, sur ce qu'on s'est dit sur le récit, effectivement, nous, on va être un petit peu plus lointain parce qu'on a été assez technique quand même. On a travaillé autour du thème d'un SCOT qui a été approuvé assez récemment, en 2021, et la question était de savoir comment articuler les projets et enjeux dans le territoire et réaliser un SCOT qui fasse le lien, finalement, entre le zéro artificialisation net et le développement. On s'est également demandé comment intégrer finalement le zéro artificialisation net dans les projets, dans les territoires qui peuvent être à la fois urbains mais également ruraux. C'est des problématiques qu'on rencontre tous dans la planification. Et on s'est posé la question du poids relatif des communes périurbaines et rurales, mais également du jeu de la garantie rurale. Alors, il y a eu un consensus qui s'est fait, un double consensus finalement. Le premier qui s'est fait sur la mise en place d'une méthode. Alors, rien de bien original a priori, mais c'est des éléments qui, à force d'être dits, finalement, méritent d'être retenus, je pense, même si l'innovation est toujours à privilégier malgré tout. Le premier, c'était de partir tout simplement des polarités existantes sur le territoire. Ce territoire est vraiment multipolarisé. Une métropole, des bourgs-centres, des bourgs relais, des communes périphériques et rurales, certaines très petites d'ailleurs, mais bien distinguer finalement les enjeux, même si vous allez voir qu'on va un petit peu matiner le propos un peu plus tard. L'approche peut-être plus originale qui a été faite, ça a été une approche où on s'est dit que finalement, plutôt que de se poser la question de l'aménager le territoire, on va essayer de le ménager. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va identifier ce qu'on souhaite ne pas toucher, ce qu'on souhaite ne pas développer. Avoir une approche qui est peut-être justement différente. Initialement, quand on va voir des élus, on nous dit, à cet endroit-là, moi, je veux du logement, à cet endroit-là, je veux des services, je veux des commerces. Là, on se dit, à cet endroit-là, je ne veux rien toucher, je veux préserver. Alors, ça peut passer par les trames vertes et bleues, ça peut passer bien évidemment par les zones humides, par tous ces éléments, ces inventaires essentiellement naturels qu'on a l'habitude de faire. Donc, si vous voulez, on renverse un petit peu ce paradigme, et puis l'image est vraiment celle du passer du ménagement, de l'aménagement, au ménagement. Le deuxième point sur lequel il y a eu un consensus, c'est un exercice qui, si je le tords un petit peu, vise à faire presque, alors accrochez-vous bien quand même, de la garantie rurale pas un problème, mais un atout. Même pour nous les aménageurs, on sait bien que c'est quand même un joli caillou dans la chaussure au départ. Parce que par cet outil tel que l'a vu l'atelier, c'est un petit peu se dire c'est de la solidarité des territoires. C'est peut-être pour certains territoires qui étaient susceptibles de ne pas recevoir, alors je vais reparler d'aménagement ou un développement, de se dire que par la solidarité entre les communes, dire que sur cette commune, effectivement, il y a un projet qui semble mature, qui mérite de voir le jour. La méthodologie mathématique de réalisation d'un document de planification ne permet pas toujours l'essor de ce projet. Là, on va le permettre parce que d'autres communes autour vont dire écoute, ton projet me plaît bien, ma garantie communale, moi, j'en ai pas besoin, d'autres ne l'utiliseront pas, mais pour autant, alors, je suis un petit peu léger dans le ton, mais mon hectare, je te le donne. Voilà, on t'y a droit. Par contre, ça induit une réflexion qui est celle, alors j'ai galvaudé peut-être aussi un peu le propos j'en ai face à moi, des gens de l'atelier, de la monétisation. La monétisation dans le sens où on va valoriser les projets, une valorisation qui va être une valorisation qualitative et pas financière, en disant effectivement, on peut imaginer une espèce de bourse au projet, où on peut identifier certains projets qui ont une valeur et sur lesquels on va se dire, on va faire un arbitrage, on va mettre en place un comité de pilotage, etc., pour mettre en place cet arbitrage et formuler ses choix.
Et c'est le deuxième point sur lequel il y avait consensus, et un point sur lequel la nécessité est vraiment ressortie, c'est celle du besoin d'ingénierie et d'accompagnement des territoires et des collectivités. Ça a déjà été dit au cours de la journée. J'ai vu Sylvain dire, tiens, ça me semble une évidence. Mais effectivement, c'en est une, et c'est confirmé par l'atelier. Merci beaucoup. Pour rester du coup sur les sujets de planification, Jessica Mann, votre point de convergence et consensus sur la question de l'anticipation. Merci beaucoup. Oui, alors notre atelier a commencé avec une question qui a porté sur l'articulation entre les outils réglementaires et les schémas directeurs un peu plus souples. Et à travers l'exemple d'une entrée de ville de Niort Agglomération. Et la question, elle a été prise, ce qui est ressorti de suite, c'était qu'il faut en fait partir du projet de territoire avant tout, porter une stratégie collective et accompagner d'une volonté politique forte. Et donc on rejoint là votre conversation aussi par rapport à la réunion de tous les acteurs autour d'une table pour vraiment construire cette stratégie ensemble. Les élus et les opérateurs également pour la réalisation et la territorialisation de ces démarches. Donc, cela peut ensuite être suivi du choix de l'outil réglementaire. Et celui qui a vraiment ressorti à la table, c'était l'OAP. Donc, l'orientation d'aménagement et de programmation permet d'avoir à la fois une souplesse et le réglementaire intégré, et surtout les OAP sectorielles ou à grandes thématiques qui peuvent recouvrir de grandes surfaces ou le territoire, voire le territoire entier. D'accord, merci. Et du coup, on est donc sur des questions aussi de schéma finalement et de plans à travers l'OAP qui va dessiner les contours et les orientations d'une opération. Ce qui m'amène peut-être du coup au dernier rapport de l'atelier sur la question de la représentation et de la cartographie et du coup de nouvelles manières aussi de représenter des opérations. Merci. Donc cet atelier était sur la question comment représenter, comment dépasser le plan classique que nous utilisons tous. Nous nous sommes appuyés d'ailleurs sur l'expérience de Terraforma qui approuve des modes de représentation très innovants et auxquels je vous recommande de vous intéresser si vous ne la connaissez pas encore. La première question, évidemment, c'est que faut-il représenter qui n'est pas aujourd'hui représenté, ou trop peu, ou mal. Donc premièrement, évidemment, l'invisible. On en parle souvent pour le foncier, mais en gros, tout ce qui est dans le sous-sol, tout ce qui est dans l'aérien, qui ne sont pas des objets qu'on avait l'habitude de représenter et qui aujourd'hui sont essentiels pour la vie des espaces sur lesquels on travaille et sur leur fonctionnement. Mais à partir de là, peut-être plus que les objets, les interactions, puisque c'est une des leçons de l'écologie, tout est en système, tout interagit, et il faut qu'on ait une conscience de cela. Donc la deuxième question, c'était comment représenter ces interactions, et peut-être aussi ce qui se fait plus classiquement, mais là qui aurait lieu, qui porterait plutôt sur la question écologique, c'est les potentialités. Alors évidemment, on représente assez facilement les potentialités d'urbanisation et autres, mais là plutôt de travailler sur les potentialités de réparation ou de réparation et de restauration écologique. Et donc, on a poussé évidemment la réflexion jusqu'à dire, mais au fond, est-ce qu'il faut une représentation cartographique ou est-ce qu'il ne faudrait pas des indicateurs? Est-ce qu'il ne faudrait pas que la cartographie nous donne sur l'espace des indicateurs qui nous permettent de mesurer le danger, la dégradation ou la réparation? L'enjeu est évidemment la pédagogie, mieux comprendre le fonctionnement écosystémique, mais dans la représentation, il a été proposé qu'elle porte beaucoup sur la vulnérabilité, c'est-à-dire d'accepter le fait que nous sommes aujourd'hui
et que dans un système qui est fragile, et que la grande question, c'est la vulnérabilité, ou, comme je l'ai dit à l'instant, les potentialités de réparation. Alors sur les moyens, pouvons-nous en rester à la carte classique, celle avec le nord magnétique? Faut-il trouver d'autres formes de représentation en 2D, mais des représentations qui n'obéissent plus à la même géométrie ou qui permettent de donner cette vision en relief? Alors là, encore une fois, je renvoie à l'expérience de Terraforma, mais ont été évoquées aussi d'autres formes de cartes, par exemple la superposition des cartes. Alors évidemment, ça paraît comme ça un lieu commun de dire ça, mais dire au fond, une carte ne peut pas épuiser la richesse de la réalité, donc on peut avoir des superpositions de cartes, mais peut-être suivant des strates, y compris des strates dans l'espace, qui permettent de voir comment se joue et se compose l'espace dans les 3 dimensions, ou évidemment la carte interactive, celle avec laquelle on peut jouer ou sur laquelle on peut faire des simulations jusqu'à aller jusqu'à la notion des jumeaux numériques, c'est-à-dire de reconstituer, de pouvoir en direct faire des simulations. Ou alors d'abandonner la carte, la représentation cartographique, pour aller vers le schéma, parce que si on considère que ce qu'il faut mettre en lumière, c'est le fonctionnement, c'est les interactions, et au fond, la représentation cartographique classique nous empêche un peu de voir ça. Alors, quelles sont les limites de ces réflexions? C'est la question de l'échelle, évidemment, à chaque fois, mais qui est une question traditionnelle de la cartographie. Mais plus on va vers les interactions, plus la question de l'échelle devient délicate. Deuxièmement, c'est l'éventuelle perte de connexion à la relation classique à l'espace, c'est-à-dire que nous avons tous une relation classique à l'espace, c'est quand on est sur un espace, on le voit et on le comprend, et que certaines représentations cartographiques qui s'affranchissent du nord magnétique, qui se raffranchissent de ça, au bout d'un moment, nous perdent. Donc il y a quand même la troisième question, le risque, c'est la complexité. Jusqu'où allons-nous et à quel moment on s'arrête dans la complexité de la représentation pour que la cartographie serve à quelque chose, pour qu'elle soit utile. Et donc on a fini sur ces questions-là. C'est au fond, est-ce qu'on recherche, et peut-être là des oppositions, des paradoxes, la carte de l'expert face à la carte de l'usager. Et je pense qu'actuellement, dans le climat, dans la controverse qu'il y a sur la transition écologique, sur les enjeux écologiques, et on l'a vu au moment de la crise sanitaire, la question de l'expert se pose. Donc est-ce qu'on est toujours sur des cartes d'experts qui viennent dire ce qui est, ou est-ce que ce sont des cartes qui doivent être coproduites, débattues, pour parvenir à une représentation commune? Et puis deuxième peut-être alternative, c'est est-ce qu'on est sur de la carte décisionnelle? Donc elle doit à un moment donné s'arrêter, donner un point de vue et permettre la décision et l'action, ou est-ce qu'on est plutôt sur des cartes qui justement sont là pour alimenter de la controverse, qui sont des cartes à débattre, et donc une carte qui ne doit pas forcément être figée, qui doit peut-être être refaite assez couramment pour être à jour des controverses et des débats qu'elle est chargée d'alimenter. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être une question qui me vient voilà, à vous entendre tous les quatre, et voilà, que je vous soumets. Je vous laisse voir qui veut me répondre. C'est peut-être justement le croisement entre ce que vous venez de dire, Monsieur Taton, sur finalement la manière de repenser la cartographie et la représentation, avec les enjeux de planification qu'on a évoqués sur des temps courts et longs, à des échelles différentes. Est-ce que peut-être vous avez voilà, quelques éléments de réponse dans les ateliers sur finalement peut-être la bonne carte ou les bonnes cartes ou les bonnes représentations pour prévoir en fait l'avenir d'un territoire à 5, 10 ans? Les autres répondront aussi. Moi, je ne vais évidemment pas répondre. Il n'y a pas eu là de solution. Mais en tout cas, je trouve que dans les débats que nous avons eus, ce qui ressortait, c'est qu'on a quand même beaucoup de cartes qui représentent, pour utiliser un terme qui sonne un peu, mais qui représentent un capital, quoi. On représente du capital et on regarde comment on peut l'exploiter, comment on peut l'utiliser. Alors que la recherche, c'est plutôt de voir comment on peut cartographier un système qui fonctionne et de voir comment l'activité humaine trouble, perturbe ou tout simplement s'inscrit dans son fonctionnement. Je pense que la vraie bascule, c'est de passer d'une carte capitale, en fait, si on peut dire, à une carte qui est plutôt une carte qui va intégrer l'activité humaine dans un fonctionnement plus global. Après, les solutions pour le cartographier, on n'a pas vraiment trouvé.
Alors, peut-être une petite idée, Pascal évoquait, et j'ai trouvé ça assez marquant, c'était la notion notamment d'évolutivité de la carte. C'est-à-dire qu'on a cette vision quand même d'une carte qui est quelque chose d'assez figé. Et si on fait le lien entre la cartographie, comment je représente, et puis comment je planifie, la planification a aussi ce caractère un petit peu de document, hein, qui parfois prend la poussière. On parle des PLU intercommunaux, donc ils prendront encore un peu plus de poussière. On sait qu'on les sort souvent, hein, quand même, néanmoins. Mais on a beau y mettre des indicateurs à la fin, on est sur des outils qui, même s'ils ont pour vocation finale de permettre le développement, l'aménagement, le ménagement, finalement sont des outils assez statiques alors qu'ils font vivre. Et c'est peut-être l'interrogation qu'on pourrait avoir sur comment je rends ça vivant, que ce soit pour la cartographie, que ce soit pour mon PLU, que ce soit des indicateurs qui soient quand même autre chose que finalement ce que le bureau d'études va mettre à la fin en se disant, tiens, en fait, il ne faut pas que j'oublie mes indicateurs, et que ce soit des indicateurs qui servent, qui soient utiles, et la cartographie est l'outil et un des outils finalement d'application de ces indicateurs. Alors, oui, dans notre conversation, la cartographie n'a pas été évoquée en tant que telle, mais la question de la prospective, si on a terminé sur cette question de comment aborder ces sujets justement en conversation. Et là où on aurait une difficulté à imaginer, à se projeter, ou à faire face à certaines réalités. Donc, c'est vrai que peut-être, finalement, la cartographie arrive et serait une réponse à apporter pour inciter la conversation. Et simplement, rapidement, pour compléter, je pense qu'il y a un véritable enjeu. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué en tant que tel dans l'atelier, mais pour la cartographie et la mise en récit, il y a un véritable enjeu de représentation des projets via les cartes. Donc, je pense vraiment que le lien peut se faire de cette manière-là entre la mise en récit et la cartographie des projets. Merci beaucoup à tous les quatre. Je vous propose du coup d'inviter les rapporteurs des ateliers 1 et 4. Et je prends le relais donc en invitant Anne Vial, Alexandre Bouton, Laurent Pinon et Candice Pijard à venir nous rejoindre. Le temps que vous vous installez, moi j'avais quelques aussi observations par rapport à ce qui vient d'être dit. Déjà, il y avait une règle du jeu qui consistait à essayer de faire apparaître des contradictions dans la restitution de l'atelier. Et on voit que c'est souvent des synthèses qui ont tendance un peu à effacer les aspérités, mais qui me font penser que quelque part, on a beaucoup de capacité à saisir et à définir les enjeux. On dit les enjeux de ceci, les enjeux de cela. Et puis, parfois plus de mal à bien identifier les problèmes qu'on rencontre. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire? Comment on peut pourquoi on n'a pas les bons outils? Pourquoi on n'arrive pas à trouver la bonne représentation cartographique? Enfin, voilà, je trouve que ça, c'était un peu révélateur. Et il y a un deuxième aspect aussi que je voulais souligner, c'est que finalement, de ce qu'on vient d'entendre là, ce qui est ressorti de ces 4 premiers ateliers vont dans des directions qui n'étaient pas celles forcément qu'on avait prévues ou imaginées. C'est souvent le cas des ateliers, enfin, quand ils sont menés de cette manière-là. Et Sonia Guelton disait ce matin qu'on était comme sur une sorte de changement de paradigme. Et il se trouve bien qu'avec cette entrée par le foncier, on débat de quasiment tous les sujets, mais peut-être de façon moins consensuelle que celle qu'on a eue autour du développement durable, par exemple. C'est quelque chose sur lequel tout le monde se retrouvait. Et c'est pour ça qu'on tient quand même encore à l'idée d'essayer de mettre ou de faire apparaître des contradictions, des aspérités dans la manière dont les acteurs prennent les sujets. Et puis, je vous inviterai peut-être à poursuivre dans cette direction. L'idée, c'était donc là de faire dialoguer à la fois donc, les animateurs de l'atelier qui s'appelait Réparer, Régénérer, qui abordait des questions de renaturation notamment et de désartificialisation, parce que ça, c'est des termes qu'on emploie aussi très souvent et qu'on retrouve maintenant partout. Et là, c'était bien de les faire rentrer par des questions très concrètes, comment ça se passe dans telle ou telle situation, et de faire dialoguer ces entrées-là avec l'atelier qui, lui, portait plutôt sur les outils, les modes de financement, parce qu'on en a aussi entendu parler ce matin, des questions, par exemple, le financement de la renaturation, comment ça se
comment ça se fabrique. Alors, je proposerais peut-être à Anne Vial de commencer par rapport à donc, cet atelier, donc, cet échange sous un sous-titre qui s'appelait « Défaire, désartificialiser » et qui portait sur le territoire de 7 agglos. Oui, merci beaucoup. Alors, on est resté déjà pas mal sur le cas d'étude. On n'a pas forcément eu le temps de dézoomer, de rentrer en généralité dans les échanges, mais ce qu'on a pu dire pourrait s'appliquer à d'autres sites. Donc, on était sur un site d'un foncier d'une ancienne cimenterie et sur cette question de comment on concilie la désartificialisation et la transition d'activité sur vraiment des ambitions d'écologie industrielle. Donc, on avait un site qui a fait beaucoup débattre et parce que c'était un site riche en questionnement et en même temps, justement, en contradiction. Les idées qui sont apparues dans les échanges, c'était par rapport à la thématique donnée, la question de prioriser finalement la réparation de ce site pour éviter peut-être notamment que la pollution s'étale, puisqu'il y avait des gros enjeux de pollution sur ce site-là actuellement. Il y a aussi eu des échanges et des débats sur les liens avec les usages. Donc les usages qui sont ceux qui existent actuellement, mais qui sont aussi ceux qui pourraient exister dans le futur, et de savoir comment, avec une ouverture au public possible ou pas, et à quel moment cette ouverture se fait, il peut apparaître un certain type d'usage, lesquels on encourage et lesquels on ne peut pas encourager. D'autres échanges ont eu lieu aussi sur le sujet finalement, ça c'était un peu le nerf de la guerre à la fin, sur les questions de péréquation, évidemment, sur savoir si des péréquations étaient possibles par rapport à des enjeux de transformation de ce site-là. Et ce projet, au vu de ces enjeux et de la multiplicité des acteurs, posait un certain nombre de limites par rapport à des solutions qui pouvaient être trouvées, et notamment de trouver de la compensation ou du financement ailleurs, parce qu'actuellement, on a pas mal d'acteurs qui sont concernés. Et on se demandait même si des péréquations pouvaient être trouvées pour des acteurs qui sont pas forcément présents uniquement sur le territoire, parce que voilà, on a une ancienne cimenterie Lafarge, où Lafarge, on se demandait si cette péréquation, elle pouvait pas être possible par rapport à d'autres sites. Voilà. Finalement, à retenir, c'était ces questions de temporalité qui ont déjà été beaucoup évoquées dans la journée, entre le temps court et le temps long. Une des hypothèses, c'était de se dire, est-ce que finalement, il vaut mieux rien faire ? Mais finalement, il y a pas mal de pistes sur le territoire de Sète qui sont autour de justement de commencer à faire quelque chose, même si on ne sait pas exactement ce qui va pouvoir être fait. Et ça rejoint voilà, plusieurs pistes qui ont été évoquées aujourd'hui sur notamment une piste qui est explorée par l'Agglo d'avoir de l'urbanisme transitoire dans des halles, des anciennes halles. Et ça permettrait aussi l'utilisation de ce temps pour approfondir notamment les questions de diagnostic et de connaissance, puisque ce qui a été aussi évoqué dans les échanges, c'était cette limite finalement qu'il y avait de la connaissance des sols, de la biodiversité. Ça renvoie un petit peu à cette compréhension de ces sols et de cette profondeur qui était à venir. Et puis du coup, ça laissait ce temps finalement, ça pouvait avoir un effet d'entraînement, l'utilisation de ce temps et de cette réflexion sur les périmètres aussi qui s'articulent, et peut-être avoir un effet d'entraînement autour des acteurs qui aujourd'hui sont pas forcément tous d'accord, ont des fonciers qui doivent s'articuler. Et on se disait en conclusion, quand on a préparé cette restitution avec Sète, que voilà, de commencer à travailler sur ce projet finalement un peu restreint, ça pourrait avoir des impacts plus largement sur les documents qu'on a évoqués là, de planification, le SCOD, le PLUI, le SRADET, où on pourra peut-être avoir des réponses plus précises en termes de diagnostic et de projet. Juste pour rappel, c'était un territoire pilote de sobriété foncière. Tout à fait. Est-ce que vous avez évoqué dans ce cadre-là ce qui a été apporté d'approches nouvelles ou dans la démarche, justement par TPSF? On n'est pas allé jusqu'au bout de tout ça. En fait,
ça a été assez long de se mettre vraiment dans le projet et d'imaginer quand même, voilà. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut continuer avec, je propose Candice Pijard, parce que ça nous permet de switcher de l'atelier 1 à l'atelier 4 sur outils et coopération. Et puis je trouve qu'il y a, enfin voilà, par rapport à ce que je vous ai entendu dire d'ailleurs, par exemple, à un moment de cet atelier, je trouve qu'on peut trouver de belles résonances. Merci beaucoup. Pareillement à cet atelier que vous présentiez, on est pas mal resté sur finalement le cas d'étude où on est sur une commune de 630 habitants. C'était assez intéressant parce que rapidement, la problématique, c'était comment financer le déficit d'une opération, en gros. Et comment trouver le bon projet qui permettait finalement de faire en sorte que la collectivité puisse financer son projet, parce qu'on est un peu sur une opération à tiroir où la collectivité doit déplacer un de ses équipements, et pour déplacer cet équipement, elle doit du coup, de ce fait, en tout cas ce qu'elle a choisi comme solution, c'est de créer une opération de logement sur le terrain initial. Et donc au tout début étaient évoquées des pistes, d'interroger le parcours résidentiel pour justement essayer d'adresser au mieux le potentiel en fait du site. Et rapidement, on est arrivé sur cette question la question du financement. Elle pose la question du besoin. Et parfois, la réponse à un déficit économique n'est pas économique et elle est peut-être à côté. Et cette question finalement de recherche d'outils, de comment financer la sobriété foncière ou comment en tout cas financer aussi plus globalement les projets sur des communes contraintes en termes de financement, elle pose la question. Il faut peut-être s'interroger aussi sur à quels besoins on doit répondre et quels besoins le projet que nous portons adresse-t-il. Et finalement, est-ce que d'autres solutions que le financement d'un nouveau projet est le seul moyen de répondre à ce besoin initial? Et donc, à partir de là, on a évoqué 3 pistes, je dirais. Il peut y avoir éventuellement une réduction du besoin initial et donc du coût d'une opération avec un changement d'usage. Je prends un exemple concret. Par exemple, bon, là, c'était le cas sur lequel on était. L'objectif de ce nouveau bâtiment, ce nouvel équipement public est d'accueillir l'ensemble des outils nécessaires à l'entretien des espaces verts. Par exemple, on pourrait imaginer qu'un changement des pratiques avec de la fauche plus tardive, etc., pourrait permettre une diminution des outils nécessaires. Et donc, elle vient diminuer de fait le besoin induit sur ce bâtiment. Bon, j'essaie d'illustrer au mieux. Donc ça, c'était la première piste, de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un changement de pratique qui pourrait venir diminuer le besoin et donc diminuer un petit peu l'addition. Pensez aussi à la mutualisation, finalement, des besoins et donc du projet avec d'autres acteurs à une échelle plus large, avec le développement de modèles plus de partage, où on essaye finalement de se dire, est-ce que j'en ai besoin tout le temps en flux tendu, ou est-ce qu'in fine, j'en ai besoin qu'à certains moments de l'année, et je pourrais peut-être trouver une organisation différente qui ferait que, à la fin, je peux essayer de répartir le coût sur plus de personnes, parce que j'ai mutualisé cela. Et il y avait aussi une autre piste qui était de se poser la question en fait un peu de la création de valeur. Quelles sont les autres valeurs que je peux créer quand je fais projet? Qu'est-ce que je peux essayer d'adresser comme autre besoin à l'échelle du territoire pour justement essayer de combiner les financements par exemple possibles, en essayant d'adresser des besoins en politique publique différents, et donc de ne pas être forcément centré sur un besoin et donc un projet, mais peut-être plutôt un projet qui répond à plusieurs besoins et qui peut permettre aussi peut-être une mutualisation des coûts ou une diminution de ces derniers. Une 4e piste, c'était aussi de travailler aussi sur l'intelligence collective et donc plutôt sur l'identification des acteurs potentiels qui pourraient aussi avoir un intérêt sur des bâtiments où aujourd'hui on perçoit pas nécessairement d'usage ou qu'on a du mal à anticiper parce que on ne sait pas exactement ce qu'on pourrait en faire. Donc aussi d'identifier des porteurs de projets éventuellement ou des potentiels
d'habitants futurs pour justement aussi avoir peut-être une réalité et éviter de financer un projet qui ne va pas nécessairement trouver sa bonne démographie. Donc, il y avait ça aussi comme solution. Et puis, ce qui s'est dit par ailleurs, c'était parce que la première réponse, c'était un peu la question de, il y a aussi des subventions qui existent pour certaines typologies de projets. Et à ce niveau-là, il y a des enjeux qui ont été notés qui étaient aussi que pour certaines communes de taille assez petite, déjà les subventions sont parfois incertaines et l'accès aux subventions européennes sur des projets vertueux en termes de sobriété foncière peut s'avérer très compliqué d'un point de vue des dossiers. Donc là, on a plutôt essayé dans le groupe de travail finalement de travailler vraiment autour de cette caractérisation du besoin qui nous semble essentielle pour trouver d'autres sources en fait de faire différemment et donc de porter un regard peut-être un peu à côté. Et pour conclure avec cette idée que peut-être que les outils de financement d'un point de vue économique, de gouvernance réglementaire, de la sobriété foncière sont en partie déjà là et c'est peut-être les outils qu'on utilise déjà qu'il faut essayer de faire évoluer en intégrant ce nouveau prisme-là, mais peut-être pas nécessairement d'en réinventer d'autres et peut-être de revenir à des choses plus qui sont là et plus de l'existant. D'accord, merci beaucoup. J'ai envie de rebondir sur la question des acteurs, qui était votre dernière piste, parce que on a envie de se dire aussi, mais donc qui définit le besoin, qui réduit le besoin, qui finance, qui va chercher la subvention, etc. Et il se trouve qu'il y avait une particularité aussi dans cet atelier, c'est que vous aviez le maire de la commune sur laquelle vous traitiez le sujet, donc c'est quand même une figure importante. Alors je ne sais pas si j'avais envie de rebondir soit en vous reposant la question, soit en vous donnant directement la parole, monsieur le maire. Non, pas spécialement. Alors, je sais juste pour poser la question de la place des élus dans tout ce qu'on est en train de dire sur les aspects du financement, du montage, de toutes ces dimensions techniques, enfin, les élus, ces services, enfin, le qui fait quoi dans ces aspects-là. Alors, c'est une question plus large, mais je trouve intéressant de la reposer. Je pense que c'était intéressant dans le groupe de travail parce qu'il y avait 2 élus, 2 maires d'une commune de taille similaire, donc qui étaient confrontés aux mêmes problématiques et finalement qui se retrouvent à gérer de manière assez seule ces sujets-là. Et je pense d'où l'importance de réfléchir finalement à comment organiser des pistes de mutualisation et aussi de création d'intelligence collective pour aider à mieux caractériser aussi le besoin pour aussi trouver des pistes un peu alternatives qu'un financement classique de il faut que je sache exactement ce que je demande et que j'ai déjà une solution en tête avant de trouver les financements, alors qu'on voit que plus on est contraint, plus on est obligé finalement de réfléchir à des pistes différentes qui mutualisent, qui hybrident, où on répond on a vraiment une réponse multi-usage nécessaire du fait aussi de la taille réduite. D'accord, ok. Oui, ça renvoie aussi à l'idée qu'on est parfois démuni au sens littéral du terme, mais aussi démuni parfois un peu en termes de financement, d'ingénierie, etc. Ce qui nous invite ou implique d'aller chercher des coopérations nouvelles, acteurs publics, acteurs privés, etc. Et ça me permet de transiter doucement vers un autre atelier qui s'appelait justement Dialoguer, s'engager, dans son sous-titre sur un site de la Dracénie qui avait été présenté par Yann Bonin. Et c'est donc Laurent Pinon qui était le témoin rapporteur, peut-être nous restituer dans les grandes lignes cet atelier. Oui. Donc, on a commencé avec une situation de propriétaire opposé à un projet, donc une situation de blocage dans le dialogue. Et assez vite, le groupe a cheminé finalement pour arriver à l'élaboration d'un guide de conduite du dialogue avec ses propriétaires. Et celui-ci s'articule en 3 points. Le premier, c'est le fait d'environner la situation, c'est-à-dire faire le constat que le blocage du dialogue pouvait peut-être être dépassé dès la phase amont en ayant une meilleure connaissance de ce foncier, de ses propriétaires, de mieux connaître en amont, c'est quand même déjà poser les bases d'un dialogue un peu plus serein que d'attendre qu'un groupe se forme et s'oppose. Et que cette base-là, elle se complète aussi d'un triptyque d'acteurs
assumer qu'il y a certes propriétaires collectivités qui peuvent dialoguer, mais que la maîtrise d'usage, la société civile font partie de cet échange, et on le verra après, est clairement sollicité dans le dialogue à venir sur le projet. Le troisième point de ce préalable, c'est que finalement, s'il y a projet, c'est qu'il y a quelque chose d'indispensable aussi à révéler. Et donc, rendre le projet indispensable aux yeux de tous, eh bien, c'est quand même déjà partir avec un bagage face aux propriétaires peut-être un peu plus récalcitrants, et donc de valoriser les atouts de ce qui existe aujourd'hui dans ce foncier, que ce soit dans le bâti, en tout cas de montrer que c'est peut-être un bien commun et que c'est bien pour ça qu'on s'intéresse à ce foncier et qu'on souhaite emmener les propriétaires avec nous. Ces préalables passés, on peut engager donc la deuxième phase de dialogue en tant que tel, qui ressemble à une négociation, mais ce n'est pas forcément le terme qui était employé à chaque fois. Ça y ressemble fortement. En mettant en évidence les moyens positifs, tout ce qui est de l'ordre de l'incitatif, en mobilisant la société civile à travers des balades urbaines, l'organisation de fêtes, de l'urbanisme transitoire, en tout cas commencer à faire monter la pression collective sur ces fonciers ou autour, pour montrer qu'ils ont de la valeur et qu'elle est déjà en train de s'exprimer à travers ces événements. Et puis progressivement, eh bien, peut-être de chercher des contreparties auprès de ces propriétaires, peut-être de faire miroiter certaines plus-values par ailleurs, mais en tout cas de rentrer dans une phase peut-être un peu plus de négociation pour trouver un curseur, en se disant que certes on pouvait proposer un projet, mais que si on demande aux propriétaires de faire un effort, peut-être que le projet aussi doit faire un effort et qu'il y a nécessairement pour le coup une négociation là-dessus. Et que ces moyens-là, passer le temps de la proposition positive, eh bien, on basculait dans des moyens un peu plus pressants, et donc là de rentrer dans tout le volet réglementaire. Donc au-delà d'un PAPAG posé initialement, eh bien, c'est progressivement d'aller vers le changement d'un zonage, d'aller vers l'OAP, etc., jusqu'au terme d'être dans des moyens coercitifs, même si finalement ils sont vus comme plutôt peut-être un temps du blocage du dialogue que réellement une finalité à atteindre. Donc de considérer qu'entre ces moyens positifs et un peu plus de pression, qu'on pouvait essayer de trouver un compromis acceptable. Et le troisième point la troisième étape de ces négociations, elle est peut-être de se dire qu'à un moment, il faut accepter ou renoncer. Peut-être que le dialogue, à un moment, n'est plus possible, et ce qui renvoie à la notion du temps, combien de temps on se donne pour aboutir à une négociation. Et peut-être que parfois, on n'y arrive pas, mais que d'une certaine manière, ce n'est pas forcément trop grave. C'est-à-dire que c'est comme c'est un circuit. Si le dialogue est rompu, on va chercher à un moment à le renouer, puisque souvent, il fait mention que si on va en dernier recours jusqu'à solliciter l'État, l'État nous renvoie parfois dans nos cordes en nous disant renouer le dialogue. Donc finalement, on relance l'étape numéro 1 et c'est reparti pour un tour. Et que finalement, peut-être au fur et à mesure, on arrivera à démontrer le bien de ce projet. Donc on a cheminé comme ça sur toutes ces étapes, et sans conclure sur réellement une meilleure manière de faire qu'une autre, et d'être dans ce pas à pas et plutôt dans une approche positive à la base, et quand même à un moment de mettre la pression si on veut vraiment aboutir au projet. En tout cas, c'était très bienveillant sur le dialogue proposé. Merci beaucoup. Avant peut-être de laisser quelques questions. Oui, tu voulais intervenir? Laurent, tu peux nous traduire PAPAG parce que là, périmètre d'aménagement d'un projet d'aménagement général, c'est ça? Périmètre d'attente d'un projet d'aménagement. Oui, je l'avais pas. Qui permet, une fois qu'il est fixé, ça donne 5 ans à la collectivité pour élaborer sa vision sur le périmètre donné. Bien, et avant de peut-être faire un peu de questions-réponses avec la salle, on peut écouter Alexandre Bouton, qui, je dois dire, est peut-être la voix qui porte le plus loin. En tout cas, on l'entendait de loin dans la grande salle. C'est très pratique pour organiser des ateliers. Il faut aussi identifier des gens qui ont la voix qui porte. C'était parce que les tables étaient trop proches. Ah, peut-être. Non, mais je pense que ça fonctionnait bien. Oui, Alexandre, on t'écoute. Donc, on était avec Frédéric Guillot du Grand Poitiers, donc sur ce sujet des
des îlots de tissus, d'habitats pavillonnaires qui se sont construits à travers le temps et au gré des opportunités foncières et qui, pour certains, posent de vraies questions à la fois sur l'obsolescence du bâti, mais aussi sur l'intérêt et l'intégrité écologique des paysages intérieurs, voilà, qui sont souvent méconnus. Donc, une difficulté, voire deux, c'était comment on arrive à avoir un diagnostic un peu fin sur l'état des sols, de la biodiversité existante. Est-ce que les cerisiers qui sont là, ils ont une durée de vie encore importante, ou au contraire, est-ce qu'ils arrivent en bout de vie? Est-ce qu'il y a des fonds de parcelles qui sont complètement bitumés, qui ont un vrai potentiel de renaturation ou pas? L'état des bâtis, est-ce qu'on est sur des bâtis qui ont été réhabilités récemment ou pas? L'état de l'occupation, on voit bien que entre des logements grands où il y a des petits ménages, des logements petits où il y a des grands ménages, il y a des propriétaires, il y a des locataires, il y a des envies, des besoins qui ne sont pas évidents à identifier. Est-ce que ces envies, ces besoins sont en lien avec des moyens? Donc on voit toute la complexité de cet îlot et peut-être d'une cartographie nouvelle à inventer pour nous aider à prendre les bonnes décisions. En tous les cas, ce qui était ressorti, c'est de savoir comment identifier ces valeurs en mouvement. Le hérisson qui traverse le jardin, la cabane au fond du jardin où on travaille et on artificialise encore plus, alors que bien sûr, elle est complètement éphémère et sur des fondations instables. Et donc l'idée du changement. Donc l'idée du changement, une fois que le problème était posé, on a dans l'idée du changement donc un problème et peut-être une solution. Le problème, c'est la mutualisation. C'est qu'on se rend compte qu'en France, on a beaucoup de mal à mutualiser, contrairement aux Allemands, hein. Il faut nous ramener cette idée du bas au groupe E à l'allemande, où nous, on a du mal à faire une charpente pour 5 maisons. Ça, vous le faites très bien, il faudra nous expliquer, parce que alors là, on n'est pas très bon là-dessus, quoi, hein. Donc, fédérer les intérêts individuels autour d'un intérêt collectif, c'est pas gagné, hein. Alors, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait surtout pas, parce qu'au début, donc il y avait quelqu'un dans le groupe qui s'est un peu a dit non, mais arrêtons d'être des anges, voilà. Alors c'est gentil de dire on va partager son compost, on va partager son jardin, mais en fait non, pas du tout. Alors ça va pas se passer comme ça, hein. Alors du coup, plutôt que de partager, on s'est dit peut-être protéger. Voilà. Alors on va plutôt protéger son jardin. Et en fait, c'est vrai que quand on met tous les jardins individuels les uns à côté des autres, en fait, qu'est-ce qu'on partage pour finir? Et qu'est-ce qu'on vient chercher là? C'est le ciel commun. Donc c'est-à-dire il y a un ciel. Il y a une entité végétale là au centre où on aurait du mal à accepter qu'elle soit construite demain, parce que là, du coup, on perdrait quand même quelque chose d'assez précieux. Donc, ce ciel commun, c'est cette volonté de mutualiser quelque chose et donc de quantifier peut-être des valeurs écologiques, la valeur d'une haie, la valeur d'un arbre. On sait parfois qu'un arbre mort est plus important qu'un arbre vivant dans la richesse de la biodiversité qu'il est capable de porter, la valeur d'usage. Donc, voilà. Donc, ça, c'était, je dirais, le problème plutôt positif. Et puis alors la solution, donc c'est revenu à plusieurs fois, gagnant-gagnant. Il faut arrêter de penser qu'on va opposer le construit au non construit, l'arbre au pavillon. Alors voilà, ça peut plus fonctionner, quoi, alors que c'est ce qui est en train de gagner un peu partout aujourd'hui. Et que pour éviter de continuer à opposer ces deux dimensions-là, peut-être que l'idée, ce serait de solidariser la réhabilitation énergétique à la renaturation à l'échelle d'un îlot. C'est-à-dire de plus le penser à l'échelle d'une parcelle à côté d'une autre parcelle, mais à l'échelle de l'îlot, voilà. Alors le gros problème qui est ressorti de ça, c'est qui fait ça? Qui est responsable de ça? Alors là, on n'a pas pu aller jusqu'à la solution, mais c'est vraiment le sujet. Est-ce qu'il y a un ambassadeur de l'îlot qui est élu par l'ensemble des voisins? Alors, durée de vie de l'ambassadeur d'îlot en France, je ne sais pas, quelques mois. Est-ce qu'il y a des élus qui redescendent au niveau de l'îlot pour dire, voilà, c'est l'élu qui va décider? Ah oui, bah alors tu payes, hein, parce que, alors franchement, moi, hors de question, voilà, comment on met en commun ça? Alors là, ce qui était revenu, c'était que, voilà, avec les factures énergétiques qui explosent, est-ce qu'il y a un micro-réseau de chaleur local, hein? Voilà, c'était des minots qui disaient, face à une catastrophe, la solution, c'est la solidarité, le micro-réseau local. Le développement durable, c'est trop tard, c'est le micro-réseau. Voilà la synthèse de notre atelier. Merci beaucoup.